Un vent chargé de poussière balaie les vestiges craquelés d'Éridu, tandis que le murmure lointain des fleuves semble garder un secret ancien. Comment se fait-il que, dans la terre qui a vu naître l'écriture, tant d'échos aient été étouffés? Pourquoi la Mésopotamie, lieu où s'élevèrent dans les premières cités, demeure-t-elle un puzzle aux pièces manquantes? Des archives englouties, sous des sables mouvants, des tablettes brisées qui refusent de livrer leurs mots. Entre empires effacés et artefacts indéchiffrés, une question persiste. Qu'est-ce que l'histoire ne veut pas que nous sachions? Dans ce voyage au cœur des silences, nous sonderons les légendes et les ombres, à la recherche des vérités ensevelies. Chaque brique, chaque glyphe porte le poids d'un savoir perdu, comme une étoile éteinte dont la lueur persiste dans l'obscurité. Fermez les yeux et laissez-vous guider vers l'inconnu. Un souffle léger caresse les roseaux qui bordaient jadis les berges de la grande mer mésopotamienne, tandis que la lumière du matin révèle les fondations brisées d'un sanctuaire englouti. Vous souvenez-vous de l'invitation à plonger sous les silences de l'histoire? Ici, à Eridu, la plus ancienne cité que l'humanité ait érigée, commence notre quête. Sous des mètres de sédiments et de marécages, les vestiges d'argile murmurent un récit à demi oublié. Un récit où se mêlent prouescos techniques, croyances anciennes et effacements volontaires. Eridu naît il y a plus de 5000 ans, au cœur d'un delta verdoyant où le Tigre et l'Euphrate déposaient en chaque année une fine couche de limon fertile. Des huttes de roseaux aux premiers édifices de briques crues. La cité grandit lentement, portée par l'irrigation naissante et l'invention de la poterie. Mais c'est la construction d'un temple dédié à Enki, dieu de l'eau douce et de la sagesse, qui marque une rupture. Pour la première fois, l'homme élève la notion de lieu sacré au cœur d'une agglomération. Les fouilles modernes ont mis au jour les traces de cette ziggoura primitive, faite de bancs de briques vernissées, déjà orientées selon un plan astronomique. Pourtant, des pans entiers de cet édifice ont disparu, rongés par le temps ou réutilisés par des bâtisseurs ultérieurs. Le cœur divin d'Eridu laisse entrevoir un réseau complexe de canaux, de bassins et de citernes, témoins d'un savoir ingénieux sur la gestion de l'eau. Mais étrangement, alors que l'irrigation était l'âme même de la cité, les tablettes retrouvées sont rares et incomplètes. Quelques fragments de contes et de listes de rations suffisent pourtant à comprendre l'organisation d'une administration proto-urbaine. Des prêtres gardiens régissaient l'archicate, les récoltes, distribuaient les ressources et célébraient des rites pour apaiser les crues. Pourquoi tant de textes ont-ils été perdus? Des fouilles ont révélé plusieurs strates d'incendie et d'abandon partiel. Certains interprètent que ces indices comme la trace d'un conflit local ou d'une catastrophe climatique brusque, mais aucune source contemporaine ne nous livre ce qui brisa le cours paisible d'Eridu. La ville rayonne pourtant plusieurs siècles avant l'avènement d'Uruk ou de Lagash. Son nom, que l'on traduisait simplement par « maison des dieux », suggère une fonction de matrice spirituelle pour toute la région. Dans les mythes sumériens, Eridu est décrite comme la première cité créée par les dieux, celle où les rois divins régnaient en leurs murs. Certains textes mythologiques évoquent un grand déluge antérieur à celui de l'épopée de Gilgamesh, mais les fouilles n'ont pas livré de couches sédimentaires cohérentes avec un tel événement global. Sommes-nous en présence d'un mythe postérieur projeté sur Eridu pour légitimer d'autres cités, ou le souvenir d'une crue extrême a-t-il été transformé en récit divin, façonnant les premières doctrines cosmogoniques? Malgré son prestige originel, Eridu tombe lentement dans l'ombre. Les cités voisines reprennent le flambeau de l'écriture, de l'architecture monumentale et du pouvoir politique. Les rois successifs d'Akkad puis de Babylone relèguent son nom dans les listes anciennes, sans lui accorder de rôle majeur. Des pillards ont peut-être emporté des archives précieuses. Les briques vernissées ont servi à bâtir d'autres sanctuaires plus récents. Au fil des millénaires, les marais s'étendent à nouveau, puis se retirent, recouvrant tout d'un voile d'argile et de roseaux. Seuls quelques templets isolés subsistent, à demi engloutis, comme des sentinelles muettes. L'un des mystères les plus troublants concerne les ruines de la Maison Profonde. Une cave souterraine coudée, creusée sous la ziggourate, dont l'usage reste énigmatique. Était-ce un lieu d'archives secrètes, un trésor de tablettes sacrées interdites aux profanes, ou un réservoir rituel où l'on conservait l'eau bénite d'Enki pour des cérémonies initiatiques? Les premiers archéologues ont évoqué un sanctuaire du savoir, sans pouvoir en percer le fonctionnement. Aujourd'hui encore, les quelques tessons inscrits qui ont été découverts semblent évoquer des formules liturgiques délibérément codées, comme si l'on avait voulu dissimuler un enseignement interdit aux initiés.
L'absence de témoignages épigraphiques systématiques ne doit pas faire oublier la richesse du matériel archéologique retrouvé. Céramiques finement décorées, figurines de divinités aquatiques et sceaux cylindres aux motifs énigmatiques. Ces sceaux montrent des personnages mi-humains, mi-poissons coiffés de cornes, entourés de symboles stellaires proches de ceux que l'on retrouve plus tard à Uruk. Une carte céleste primitive, un calendrier mystique. Les interprétations abondent, mais aucune ne s'impose, tant les preuves matérielles restent fragmentaires. Les motifs aquatiques, repris sous des formes plus élaborées dans les cultures suivantes, suggèrent un culte de l'eau et de la fertilité dont les origines exactes se perdent à Eridu. Plus étonnant encore, certaines briques portent des incisions semblables à une écriture naissante, plus archaïque que les premiers pictogrammes sumériens. Ces signes, appelés proto-cunéiformes, sont si épurés qu'ils défient une lecture cohérente, figuration d'offrande, de construction ou de divinité. Personne ne sait vraiment. Ils témoignent pourtant d'une forme de pensée abstraite, d'un besoin de notation qui précède l'écriture proprement dite. Le silence des tablettes est peut-être comblé par ces signes muets, restés trop cryptiques pour se transformer en langue écrite. Au détour d'un sondage, les archéologues ont mis au jour un puits rituel près de l'angle sud-est de la cité. Un escalier polygonal descend vers une chambre circulaire, où gisant des offrandes de coquillages, d'obsidienne et de cuivre. Ces objets venus de contrées lointaines, Oman, l'Anatolie, l'Iran, attestent d'un réseau d'échanges déjà vaste. Eridu, pourtant isolé dans un paysage de marais, se révèle un carrefour commercial et spirituel. Et si l'on tirait de ces galets et coquilles le fil d'une histoire de navigation précoce, d'une connaissance des rivières plus approfondie que ce que l'on suppose. Pourtant, dans les récits plus tardifs de Sumer et d'Akkad, Eridu n'apparaît jamais comme un grand centre de commerce. Elle reste la mère des cités, gardienne d'un âge d'or mythique, plutôt qu'un acteur politique. L'effacement progressif de sa mémoire soulève une question aiguë. Qu'est-ce qu'un peuple décide de conserver de son passé et qu'est-ce qu'il consent à laisser sombrer? Quand la main du pouvoir se pose sur les archives, elle choisit ce qui sera transmis aux générations futures. Les hommes d'Eridu furent-ils les victimes involontaires d'une réécriture délibérée? Ou la nature implacable a-t-elle simplement repris ses droits sur des terres trop basses, ensevelissant un secret sans témoin? Il faut, pour percevoir le murmure d'Eridu, marcher au milieu des roseaux, près des canaux asséchés, et écouter le vent tourner autour des briques érodées. Les hiéroglyphes effacés se devinent sous vos doigts comme un écho lointain. À chaque pas, le sol restitue un éclat de poterie, un débris de statue qui fait vaciller la frontière entre réalité et mythe. Car c'est dans ces fragments, légers comme des papillons d'argile, que se cache l'âme de la cité première. Alors que le crépuscule descend sur le site, les contours des murs apparaissent en silhouette contre l'horizon fumeux. Et l'on comprend que, même si nous ne recréons jamais entièrement la splendeur d'Eridu, le simple fait de l'arpenter nous relie à la genèse de la vie urbaine. Les énigmes qu'elle soulève sont autant de portes entrebâillées sur un monde où l'humanité, pour la première fois, a gravé sa marque dans la glaise. Mais cette marque est aussi une invitation. La prochaine étape nous mènera plus à l'ouest, vers Akkad, l'empire effacé du temps. Là-bas, d'autres silences nous attendent, d'autres échos d'argile et de poussière. Un souffle sec soulève les grains de poussière sur le site sans nom où, jadis, résonnait la voix des carillons du palais de Sargon. Nous avons quitté Eridu, ville-mère engourdie sous les marécages, pour suivre le fleuve jusqu'à Akkad, cité fondée il y a près de 4500 ans, et dont on cherche encore l'emplacement exact. Comment un empire, qui étendait son autorité du golfe Persique au rivage méditerranéen, a-t-il pu glisser ainsi hors de la mémoire matérielle? Au cœur de la légende, Sargon d'Akkad apparaît comme un enfant abandonné, élevé parmi les bergers avant de voler la couronne de Kish. Son récit, gravé sur des pierres de Ninive, se mêle à la réalité. Sous sa houlette, pour la première fois, un souverain unit en un seul état les cités sumériennes. Des flottes fluviales sillonnaient les canaux, emportant greniers de céréales et blocs de pierre pour ériger ziggourats, palais et fortifications. Et pourtant, quand les fouilles modernes ont exploré les sites anciens, aucun vestige monumental ne s'est présenté clairement comme l'ancien centre d'Akkad, comme si l'empire avait été avalé par le désert avant de laisser la moindre pierre dressée. Les tablettes administratives, découvertes à Suse, à Mari et à Tel Brak, évoquent sans cesse des cargaisons vers Akkad, des messagers portant les décrets du roi,
des rations distribuées aux templets du dieu Marduk. Mais à chaque fois, l'expression vers Akkad demeure abstraite. Un point sur une carte dont on ignore la géographie précise. Les lettrés de l'époque utilisaient déjà l'akkadien, langue sémitique que l'on retrouve inscrite dans l'écriture cunéiforme, tandis que le sumérien glissait vers le statut de langue sacrée. Ce glissement linguistique, reflet d'une emprise politique, s'est pourtant effacé sous les brasiers du temps. Seuls quelques signes gravés sur des poteries érodées subsistent, farouches témoins d'une langue qui dominait tout un monde. Au fil des siècles, les successeurs de Sargon, Rimush, Manishtushu, Naram-Sin, ont poussé plus loin les frontières de l'Empire. Naram-Sin prit pour titre « roi des 4 horizons », se fit immortaliser couronné d'une étoile gravant son nom sur la montagne de Suhu. Mais ces récits glorieux coexistent avec des laments. Le déclin, la famine, la révolte des Goutis venus des montagnes. Les inscriptions cunéiformes relatent la reconstruction laborieuse des murs de la ville, d'un palais incendié, d'une administration paralysée. Les temples qui furent de sanctuaires d'une royauté transcendante se dressaient en ruines, abandonnés au vent du nord. Le grand mystère, cependant, reste l'effacement presque total de la capitale. Tandis que Babylone, Ur et Ninive offriront plus tard des cités fouillées, la localisation de l'Akkad perdure comme une énigme. Tel Muhammad, à quelques dizaines de kilomètres de Bagdad, a livré des vestiges d'un petit établissement administratif. Certains y voient la trace de l'ancienne cour. Mais les couches fouillées s'arrêtent en général avant l'époque akkadienne ou sont recouvertes par des cultures ultérieures, comme si le site avait été recouvert volontairement ou submergé par des alluvions. Les récits mésopotamiens plus tardifs n'y font presque jamais allusion. Akkad, pourtant considéré comme pierre angulaire de l'identité impériale, se dissout dans les généalogies royales comme un point aveugle. Ce silence archéologique se mêle à un silence littéraire. Aucun hymne, aucune épopée complète d'Akkad ne nous est parvenue. Les fragments de l'épopée de Sargon ne sauraient en rivaliser avec la richesse des manuscrits de Gilgamesh. Les incantations magiques, mentionnées à la cour, sont absentes des bibliothèques retrouvées. Les quelques coupures de textes inscrites sur des tablettes brisées à Assur évoquent un livre du destin d'Akkad, peut-être collection d'oracles ou d'observations astronomiques disparues dès la chute de l'Empire. Pourtant, l'ombre d'Akkad persiste dans le fait qu'il fut le premier royaume unifié, juxtaposant peuples et cultures. Ses artisans diffusèrent le travail du bronze, perfectionnèrent la métallurgie du cuivre et de l'étain, ouvrant la voie aux âges suivants. Les sceaux-cylindres, désormais un artifice visualisé dans tout le croissant fertile, trouvent leur origine dans les ateliers akkadiens. De petits cylindres gravés permettaient de sceller les jarres de céréales, attestant d'un contrôle de la production à grande échelle. Des traces de ces objets, ramenés par des marchands, ont été identifiées de jusqu'en Anatolie, mais rares sont celles qui portent la mention explicite « Akkad ». Les traditions mésopotamiennes plus tardives voilent Akkad de légendes contradictoires. Certains rois sumériens faisaient remonter leur pouvoir à Snkuvertrepe Antar, c'est Monksato, un gouverneur d'Akkad qui gouverna avant le déluge, tandis que d'autres récits entendent démontrer que l'empire de Sargon serait un mythe, invention postérieure pour asseoir la légitimité de Babylone. Les annales de la ville d'Ur, rédigées des siècles après, mentionnent le empire de Puzur-Inshushinak ou empire Gouti, brouillant les pistes entre Sumer, Akkad et les envahisseurs montagnards. D'un point de vue géopolitique, l'empire akkadien n'était pas qu'une construction terrestre, il portait un projet cosmique. Les rois se présentaient comme les intermédiaires entre le ciel et la terre, imposant un ordre universel. L'écroulement de cette vision globale provoqua non seulement la désagrégation d'un État, mais aussi l'effacement d'une conception du monde. Quand les Goutis prirent temporairement le pouvoir, ils ne bâtirent ni ziggourats ni palais grandioses, la césure fut profonde, la mémoire de l'ordre akkadien ne survécut qu'à travers les traditions savantes des prêtres. Puis vint, à nouveau, l'effort des souverains néo-sumériens à Ur et Lagash pour restaurer ce qui avait été perdu ou pour réécrire l'histoire. Ils firent graver sur leurs stèles qu'ils reconstruisirent les temples qu'Akkad avait fondés, semant l'idée d'un âge d'or à ressusciter. Mais leur texte reste sibyllin. Nommant Akkad sans autre précision, ils renforcent le sentiment d'une gloire passée dont le lieu demeure un paradis perdu. Lorsque des millénaires plus tard, les fouilleurs occidentaux creusèrent les tels de Mésopotamie,
Ils tombèrent sur des strates qui remontaient au 3e millénaire, mais aucun panneau ne proclamait « Ici se trouve Akkad ». La ville s'est muée en mythe archéologique. Plus on la cherche, plus elle se dérobe. L'absence de fouilles ciblées, faute d'un lieu consacré, accentue le mystère. En arpentant ces terrains balayés par la poussière, on mesure que l'histoire ne se transmet pas que par les monuments dressés. Elle réside aussi et surtout dans ce qui s'est tu, dans ce qui a été englouti. Akkad nous rappelle que le pouvoir absolu laisse parfois un vide absolu derrière lui. La disparition d'un empire si influent ne fut pas seulement politique, elle fut mémorielle. Au-delà de la fascination, subsiste la conviction que quelque part, sous des couches d'alluvions et de sédiments, gît la trace fugitive d'un palais royal, peut-être un mur aux reliefs effacés, une salle aux piliers renversés. Et dans ce mur, une inscription familière, le nom Akkad, gravé en cunéiforme, défiant quiconque de la déchiffrer. Alors que le crépuscule tombe sur ce paysage sans nom, nos pas nous portent déjà vers d'autres mystères. Demain, nous plongerons dans l'univers des tablettes d'argile indéchiffrées, vestiges muets d'un savoir perdu. Mais ce soir, retenez la leçon d'Akkad. Parfois, la plus grande preuve de l'existence d'un monde est l'absence même de ses ruines. Un craquement discret résonne sous vos doigts, tandis que vous tâtez la surface rugueuse d'une tablette brisée, recouverte de signes incongrus. Déjà, dans l'ombre des ziggourats et des palais, gisent dans des milliers de ces fragments d'argile, témoins muets d'une parole enfouie. Lors de nos 2 premières étapes, nous avons foulé les ruines d'Eridu, berceau oublié, puis cherché la trace d'Akkad, empire fantôme. À présent, plongeons dans les archives de boue, là où l'écriture naissante se heurte à nos limites de compréhension. Dès les premiers âges urbains, vers 3300 avant. JC, l'homme grava des encoches et des pictogrammes sur des tablettes impeccablement modelées. À Uruk, puis à Jamdet Nasr, ces inscriptions administraient les récoltes et comptabilisaient le bétail, comme un brouillon du monde à venir. Mais si certaines listes de rations se laissent lire, beaucoup d'autres signes, agrégats de traits et de coins défient la reconstitution. Des collections immenses, parfois des dizaines de milliers de tablettes, reposent dans les réserves de musées ou sous les sables, leurs messages codés dans un système que nous ne maîtrisons qu'à moitié. Parmi ces énigmes, le script proto-cunéiforme occupe une place centrale. Plus archaïque que le cunéiforme classique, il mêle formes géométriques et pictogrammes stylisés, sans logique grammaticale apparente. Certains signes ressemblent à des vases ou des têtes de bétail. D'autres évoquent des silhouettes humaines ou des objets impossibles à identifier. Les spécialistes ont associé ces traces à des formules rituelles, des devis de chantier ou des calendriers lunaires, mais aucun consensus ne s'est imposé. Chaque tentative de traduction fait ressurgir des interrogations. Ces tablettes décrivent-elles un protocole religieux, une comptabilité secrète, ou un récit perdu peut-être mythologique ? Plus à l'est, à Suse, les fouilles ont livré des tablettes en proto-élamite, un système graphique contemporain du proto-cunéiforme mais indépendant. Là encore, des centaines de symboles gravés à l'outil restent orphelins de toute clé de lecture. Les tentatives de rapprochement entre signes sumériens et élamites ont buté sur l'absence de texte bilingue, l'équivalent d'une pierre de rosette mésopotamienne. Sans texte parallèle, chaque signe devient un mirage, un assemblage de traits qui pourrait signifier tout et rien à la fois. Les chercheurs parlent de impasse épigraphique, une barrière de silex entre nous et des esprits anciens. Les tablettes lexicales ajoutent au mystère. Ces listes, amoncelées sous forme de colonnes ordonnées, alignent mots sumériens et leurs équivalents en akkadien ou en ourite, parfois assortis de commentaires énigmatiques. Elles devaient servir de manuel aux scribes en formation, mais certaines pages, notamment celles inventoriant des plantes, des créatures de fantastique ou des termes techniques, semblent jaillir d'un univers arcanique. Comment comprendre les noms d'herbes qui n'existent plus, ou de créatures mythologiques dont les descriptions s'entremêlent au folklore ? Les tablettes, dans leur forme méthodique, cachent des zones d'ombre, des colonnes incomplètes, des mots gâchés par l'usure, des séquences intraduisibles. Un cas particulièrement troublant est celui d'une tablette découverte à Tel Brak, portant un signe répétitif, un motif en spirale qui n'apparaît nulle part ailleurs. Sa fonction, inconnue, rituel, calendrier, formule magique. Les archéologues l'ont surnommée la tablette du cycle, un nom poétique pour un message qui se refuse à nos regards.
Ce fragment unique montre à quel point la perte contextuelle peut anéantir le sens. Sans doute devait-on lire ce signe dans un contexte cérémoniel précis, avec des gestes et des intonations perdus pour toujours. Au-delà des protosystèmes, même l'écriture cunéiforme classique réserve ses zones d'ombre. Les scribes mésopotamiens employaient parfois des logogrammes, ou des idéogrammes dont la lecture échappe encore aux assyriologues. Certains textes scientifiques, observations d'étoiles, recettes médicales, formules agricoles, utilisent un jargon spécialisé, incompréhensible sans les traditions orales qui se sont éteintes. Un manuel d'herboristerie du 2e millénaire porte ainsi des noms de plantes absentes de tout herbier moderne, comme si une pharmacopée entière avait été oubliée. Le temps et l'avidité humaine ont précipité la disparition de nombreux textes. Les bibliothèques, Ur, Ninive, Assur, furent victimes de pillages, d'incendies et de destructions systématiques. La bibliothèque d'Assur-Banipal, pourtant miraculeusement conservée, ne représente qu'un échantillon fractionnaire de ce qui existait autrefois. Chaque tablette détruite ou dispersée dans un marché clandestin a emporté un morceau de savoir, et même celles qui ont survécu sont souvent incomplètes, brisées en deux, puis recollées tant bien que mal, elles arborent en des fractures qui oblitèrent des lignes entières. Face à cette déroute, l'intelligence artificielle et l'imagerie 3D offrent un espoir inédit. En repliant virtuellement les fragments, en complétant les signes manquants, on tente de restituer des textes. Des algorithmes comparent des milliers de signes pour proposer des lectures statistiques, mais la prudence demeure de mise. Un mot mal restitué peut faire basculer le sens d'une formule, transformer une note comptable en incantation ou un traité de géométrie en poésie rituelle. La frontière entre expertise et conjecture reste fragile. Pourtant, la quête de la parole perdue continue. Chaque nouvelle fouille, chaque fragment découvert ravive l'espoir de percer un dernier secret. Les tablettes indéchiffrées sont autant de portes closes sur un monde mental dont nous ne percevons que l'empreinte. Elles montrent à quel point l'histoire se construit non seulement sur ce qui est écrit, mais aussi sur ce qui ne l'est pas, les silences calculés, les archives oubliées, les traditions que l'on s'est interdit de transmettre. Alors que vous replacez délicatement la tablette dans son écrin de mousse, vous comprenez que ces signes, imperceptibles à l'œil non formé, sont le dernier souffle d'une voix ancienne. Dans le crépuscule des musées et des entrepôts archéologiques, ils attendent tant d'être recomposés, lus et finalement compris. Mais avant même qu'ils ne révèlent quoi leur message, ils témoignent d'un mystère fondamental. Dans l'ombre de l'écriture, parfois, le silence est l'histoire la plus profonde. En quittant la salle silencieuse des tablettes, emportez avec vous cette question lancinante. Que racontait vraiment cette boue calcinée sous le soleil de Mésopotamie ? Au prochain chapitre, nous scruterons le proto-écriture, le code muet de Sumer, où nous plongerons davantage dans les balbutiements graphiques qui ont engendré nos premiers alphabets. Un voile d'argile fraîche craque sous vos doigts, tandis que vous examinez un petit fragment jauni, couvert de lignes gravées avec une régularité troublante. Nous avons déjà parcouru les rues noyées d'Éridu, cherché l'ombre d'Akkad et caressé les tablettes indéchiffrées. Désormais, nous franchissons la frontière ténue entre le geste pictural et la lettre. Bienvenue dans le royaume de la proto-écriture sumérienne, ce langage aux prémices muettes où chaque trace porte la promesse d'un sens perdu. Vers Tretus-Treundre Avebessi Jondi Sarkse, dans la plaine inondable d'Uruk, les artisans déposent sur l'argile fraîche des signes qui ne naîtront encore d'aucun discours formel. Ni alphabet, ni syllabaire, ces signes naissent d'un besoin pragmatique. Enregistrer les flux de céréales, les têtes de bétail, les transactions de cuivre et d'étain. Mais bientôt, les pictogrammes s'affinent, s'abstrayant, gagnant en géométrie. Du rond d'une jarre au simple coin oblique, chaque motif devient un symbole, un indice où se mêlent administration, rituel et conception du monde. Les premières tablettes, proto-sumériennes, nous parviennent par centaines, le plus souvent de petites plaquettes destinées à l'administration du temple d'Uruk. Elles ne portent pas de discours, mais des listes, des totaux, parfois accompagnés d'empreintes de sceaux. Imaginez un scribe pressé, modelant l'argile, appliquant un sceau avant que la tablette ne sèche, un geste à la fois banal et révolutionnaire, où l'empreinte personnelle se fixe pour l'éternité. Un signe muet, gravé sans verbe, qui suffit à garantir la transaction. Peu à peu, vers 3100 avant temps. J.C., dans la phase dite Jemdet Nasr, les pictogrammes se standardisent. Ce ne sont plus de simples dessins, mais des symboles abstraits. Un œil stylisé peut signifier la divinité œil d'Anki,
Un triangle renversait le volume de grain, un trait horizontal la notion de groupe ou de rassemblement. Les gestes d'écriture s'organisent, l'argile est inclinée, l'outil positionné selon des angles précis, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Cette gestuelle codifiée révèle une pensée nouvelle où la forme prime le figuratif. La proto-écriture répond à un besoin concret. Maîtriser des masses, organiser un nombre croissant d'individus au service des grands sanctuaires. Le temple n'est plus un lieu isolé, mais un centre économique, bouleversant les équilibres traditionnels. Les pictogrammes accompagnent la naissance de l'administration, jetant les bases d'un impasse de la bureaucratie. Pourtant, leur pouvoir dépasse le comptable. Certains signes, gravés sur des jarres scellées, promettent la protection divine, enjoignent l'offrande ou consignent des vœux. L'écriture naissante se fait instrument de contrôle social et de magie. Des fouilles menées à Jemdet Nasr et à Tel Ukaïr ont mis au jour des tablettes où se lisent déjà des juxtapositions de signes évoquant de courts titres. Bojan, offrande au grand dieu, cérémonie du mois de Simanu, Sekrak Ban Urta, décret du prêtre en chef. Ces fragments laissent entrevoir un monde oral, rythmé par des incantations et des formules rituelles, partiellement transposées dans l'agence et dans l'argile. Le silence de l'écrit renforce l'autorité du prêtre scribe, gardien d'un savoir qu'il détient seul entre deux mondes. La limite de la proto-écriture tient à son caractère essentiellement logographique. Chaque signe représente une idée ou un objet, mais il n'exprime pas la syntaxe, ni la grammaire. On ne lit pas de récits, on ne déclame pas de poèmes. On catalogue, on ordonne. Pourtant, cette mosaïque de signes annonce la transformation future. Quelques siècles plus tard, le cunéiforme convertira les symboles en phonèmes, ouvrant la voie pensant aux épopées et aux traités d'astronomie. La proto-écriture incarne le seuil où l'écriture devient possible. Plus intrigant encore, certains signes proto-cunéiformes restent isolés, n'apparaissant qu'une fois ou deux, sans parallèle. Des chercheurs ont catalogué des centaines de ces singularités, sans pouvoir en déterminer la fonction. S'agit-il de noms propres, de formules magiques éphémères, de marques d'atelier ou de signatures personnelles? Chaque occurrence unique est un écho d'un usage perdu, un éclat silencieux qui nous confronte à notre incapacité à recréer la pensée originelle. Au cœur de cette énigme, les enveloppes enfannées d'argile sphérique livrent un fragment encore plus fascinant. Elles enfermaient en fait de petits jetons aux formes codées, boules, cônes, disques, rappelant un système de comptabilité antérieur à l'écriture. En gravant sur l'enveloppe le nombre et la nature des jetons contenus, on rendait le contenu transparent. Mais parfois, on cassait l'enveloppe pour vérifier les jetons et, parfois encore, on renommait l'ensemble directement sur la tablette. La coexistence de ces deux pratiques témoigne d'une période de transition, où l'écriture naît de la comptabilité et s'en émancipe. Malgré le peu de mots à notre disposition, la proto-écriture nous offre un prisme sur la cognition émergente. Elle atteste d'une pensée qui divise le monde en catégories abstraites qui cherchent à mémoriser, organiser et sacraliser. Chaque pictogramme est donc un acte de conscience, une pierre jetée dans la mare de l'histoire, tracée par la volonté de fixer le flux du réel. En dépit de son importance, la proto-écriture demeure une énigme archéologique. De nombreuses tablettes gisent encore inédites dans les réserves de musées. D'autres sont cassées, recollées à la hâte, souffrant des outrages du temps. Les efforts de numérisation et d'analyse informatique offrent aujourd'hui de nouvelles pistes, comparant automatiquement des milliers de fragments. Toutefois, l'interprétation humaine reste cruciale. Chaque symbole, chaque arc, chaque inclination peut basculer d'un sens à l'autre selon le contexte perdu. Alors que nous laissons derrière nous ces tablettes silencieuses, imaginez la main du scribe, l'argile encore malléable, le monde en gestation sous ses doigts. La proto-écriture est la première brèche ouverte dans le mur du temps, une invitation à écouter le murmure lointain d'une pensée première. Dans le prochain chapitre, nous nous tournerons vers les ziggourats, voix du passé dans la pierre, où les édifices sacrés feront résonner ces murmures gravés dans la glaise. Un souffle chaud caresse les marches usées d'une tour en terrasse, dont les contours se dessinent encore à l'horizon. Nous avons laissé derrière nous les tablettes muettes et les premiers signes gravés dans l'argile, et voici que la pierre prend la parole. Les ziggourats, imposantes architectures perchées entre ciel et terre, résonnent de prières évanouies et de secrets ensevelis. Elles sont la voix silencieuse de cités disparues, témoins muets de la quête humaine d'un lien entre l'humain et le divin.
À l'origine, ces édifices naissent d'un rêve collectif, élever un mont artificiel pour rapprocher les prêtres et les rois des dieux. Le mot même de ziggurat vient du sumérien Digirra, lieu de la divinité, et chaque marche d'argile cuite symbolise une étape vers l'immensité céleste. Pourtant, loin des représentations spectaculaires, les premières tours n'étaient en guère plus que des mottes aménagées, revêtues d'enduit bitumineux. Leur silhouette pentue se dessinait comme un promontoire, un point fixe dans un paysage de plaines inondables. L'exemple le plus ancien, à Eridu, n'était qu'un tertre modeste, surmonté d'un petit sanctuaire dédié à Enki. Mais c'est à Uruk et à Ur que la tradition monumentale s'affirme. Des ziggourats à plusieurs paliers, dessinés selon un plan précis orienté vers les étoiles. Les fouilles ont révélé des soubassements massifs, capables de supporter des terrasses larges de plusieurs dizaines de mètres. La structure repose sur un noyau de briques crues, entouré d'un parement de briques cuites vernissées, dont les teintes varient du rouge sombre au bleu profond, comme pour traduire un langage clandestin de symboles. Ce qui frappe en approchant ces restes, c'est le soin apporté aux matériaux. Les briques le sont standardisées. Chaque unité porte un sceau indiquant le nom du souverain ou de la divinité qui a ordonné la construction. Dans la cohue des archives perdues, ces scarifications sont autant de repères. Un roi achète l'immortalité à travers la terre qu'il moule. Les prêtres jettent leur empreinte sur chaque assise. Pourtant, nombre de ces inscriptions ont été martelées lors de sacrilèges postérieurs. D'autres briques furent réutilisées pour édifier mosquées ou tombes islamiques, offrant à chaque époque la matière première de sa réécriture historique. Les échelles d'accès, quand on les identifie, montrent un agencement astucieux, des volets de marches courtes, inclinées, parfois flanquées d'une rampe destinée au transport des offrandes. Des bas-reliefs fragmentaires évoquent la procession des prêtres, portant guirlandes et vases d'eau sacrée. À la crête de chaque palier, on devine l'emplacement d'un petit autel, un autel devenu invisible, dont la surface lisse ne porte plus que le fantôme de cérémonies oubliées. Sur le plan astronomique, les ziggourats semblent le conçus comme des observatoires. L'élévation progressive permettait d'échapper aux reflets du fleuve et aux fumées dans des habitations. De là-haut, les prêtres scrutèrent le ciel, repérant les clignotements des planètes, dessinant des calendriers, traçant la course de Jupiter à travers les constellations. Certaines orientations correspondent à l'alignement des équinoxes tendants. D'autres angles s'ajustent sur la fuite apparente des étoiles polaires. Mais ce savoir cosmique, savamment transmis dans des textes disparus, ne nous est parvenu qu'au travers de schémas lacunaires et de commentaires sibyllins. Au-delà de leurs fonctions rituelles et scientifiques, les ziggourats étaient des instruments politiques. Érigées au centre des cités, elles imposaient la présence divine au quotidien des habitants. Les travaux de construction et d'entretien mobilisaient des milliers de personnes, manœuvres, briquetiers, charpentiers, sculpteurs. Chaque année, lorsqu'on renouvelait l'enduit ou qu'on reposait de nouvelles briques, la scène publique remontrait l'alliance du pouvoir temporel et du sacré. Et lorsque la tour tombait en ruine, abandonnée par le prince déchu, c'était tout un pan de l'identité urbaine qui vacillait, un écho silencieux annonçant la fin d'une dynastie. Curieusement, certaines ziggourats ont dû être reconstruites à plusieurs reprises, parfois sur elles-mêmes. Les strates superposées, mises à jour par les archéologues, révèlent des phases de finition accélérées après des crises politiques ou climatiques. Ainsi, la grande ziggourate de Ur, aujourd'hui partiellement reconstituée, repose sur au moins 3 fondations successives. Chacune correspondrait à un règne différent, Ur-Nammu, Shulgi puis Amarsin. La superposition symbolise peut-être un acte de continuité, Nikram effacer l'usure du temps par la main même des rois pour réaffirmer la stabilité divine. Pourtant, en dépit de leur présence imposante, ces tours se voient rarement mentionnées dans les textes littéraires. Si l'on trouve 1 ou 2 hymnes glorifiant la hauteur de la demeure d'Anu ou d'Ishtar, la plupart des épopées et des poèmes se déroulent ensemble dans les palais ou les temples souterrains. Le sommet de la ziggourate demeure un lieu de mystère, réservé aux initiés. On parle de chambres hautes ou de palais du ciel, mais jamais de ces rituels précis. Certains chercheurs avancent l'idée de cérémonies nocturnes, où l'on observait le lever des étoiles, effectuant des offrandes sur la terrasse sous la forme de chants oubliés. D'autres suggèrent un lien avec le cycle des saisons, rituel d'investiture ou de renouvellement du pacte entre la cité et la divinité.
Au détour d'un couloir effondré, on découvre parfois des petits autels de pierre, taillés dans des blocs extraits de carrières éloignées. Leur présence dans la structure même de la ziggourate soulève un paradoxe. Comment concilier la nature éphémère de la brique crue avec la permanence apparente de la pierre ? La réponse réside peut-être dans une coopération rituelle entre matériaux, le temple de briques formant le support du culte, la pierre incarnant le message sacré plus durable gravé en relief. Mais le schéma théologique en reste hors d'atteinte, enfermé dans des discours perdus. Lorsque la puissance politique se retire, la ziggourate tombe progressivement en ruine. Les pluies dissolvent l'enduit, les tremblements de terre fissurent la maçonnerie, les colons successifs démonteront briques et pierres pour bâtir leur demeure. Pourtant, même réduits à l'état de monticules, ces vestiges continuent de dominer les villages modernes, rappelant à chaque génération un passé insondable. Le visiteur étranger, promenant son regard le long de murs effondrés, semble entendre la plainte de briques anciennes, l'écho d'un chant cérémoniel, le froissement d'une étoffe de prêtre. Au cœur de ces pierres, quelques graffitis tardifs, noms arabes ou tampons ottomans, témoignent d'une fascination continue. Celui qui descend dans les ruines d'Ur ou de Birs Nimroud sait qu'il foule le seuil d'un monde antérieur. Les fouilles contemporaines, munies de drones et de scanners laser, restituent dans des images tridimensionnelles qui frôlent la réalité virtuelle, mais l'âme de la ziggourate réside dans son contact physique. Le grain rugueux d'une brique, la courbure d'un rebord, la vision du ciel à travers une niche brisée. Chaque pas le long des terrasses dégage une vibration, comme si la pierre conservait la mémoire des pas des prêtres. Chaque fissure ouvre une faille vers l'invisible. Les ziggouras sont ainsi des points d'accès au temps, des bibliothèques de présence silencieuse inscrites dans la glaise et le mortier. Elles nous invitent à toucher l'histoire, non pour la fixer en stèle, mais pour sentir sa coursive battante, rythmonique, vivante. Alors que le soleil décline, la silhouette des terrasses se détache plus nettement encore, dessinant une géométrie mystérieuse contre l'embrasement du ciel. Et le visiteur, las mais inspiré, comprend que chaque brique, même détachée, même brisée, est un mot d'un livre jamais écrit. Demain, nous redescendrons vers les archives royales et les lois d'un autre temps. Hammurabi, lois perdues et silences royaux, où la parole de Pierre se transformera en écriture gravée entre justice et oubli. Un souffle froid effleure la surface polie d'un bloc de basalte noir, révélant à la lueur vacillante des lampes l'ombre gravée d'un souverain debout, la main levée vers Marduk. Nous avons déjà goûté au murmure des briques d'Éridu, cherché l'empreinte d'Akkad, caressé l'argile muette et contemplé les terrasses célestes des ziggouras. À présent, c'est la parole même de la loi qui s'impose, inscrite dans la pierre pour défier le temps. Le code de Hammurabi, monument de justice et de mystère, édicté vers 1754 avant Jésus-Christ. Jour avant Jésus-Christ, sous le règne du roi de Babylone Hammurabi, ce recueil de près de 280 articles est taillé dans un seul bloc, haut de plus de 2 mètres. Le regard s'y perd dans les colonnes de signes, cunéiformes, solides de leur alignement rigoureux, mais brisés par l'érosion du sommet. La partie supérieure, jadis dédiée à l'image du roi face aux dieux, n'a été retrouvée que sous forme de fragments, laissant un vide muet où l'on suppute les injonctions premières, invocations rituelles, préambules divins, éloges royales perdus. La plupart des lois subsistantes portent sur la responsabilité civile et pénale, vol, injures, responsabilité des maçons, pensions alimentaires. Pourtant, dans ce miroir de la société babylonienne, certaines faces restent dans l'ombre. Les lois sur le statut des femmes sont rares, maladroitement formulées, tandis que des clauses relativement précises couvrent le prêt à intérêt et le commerce du grain. Pourquoi ? Cette asymétrie nous interroge. La loi servait-elle davantage l'économie que la vie privée ? Les silences même, absence de dispositions claires sur le divorce ou la tutelle, sont peut-être plus révélateurs que les articles gravés. Les lacunes du texte ne sont pas le seul mystère. Le code de Hammurabi fut découvert en 1901 à Suse, en Perse, dans le palais de Darius Ier, où il avait été emporté plusieurs siècles plus tôt comme butin ou symbole de continuité royale. Arrivé au Louvre, le stèle fut morcelé puis recollé partiellement. Aujourd'hui, plus d'un tiers des colonnes est manquant ou illisible. Que contenaient ces lignes effacées ? Des lois sur les sacrificateurs, des injonctions secrètes destinées aux castes supérieures ? Chaque blanc sur la pierre est un gouffre d'hypothèses. Au-delà de la matière, le ton du texte interroge. Hammurabi se présente comme le berger qui redresse le droit, mais son discours oscille entre justice impartiale et châtiment inégaux,
œil pour œil, dent pour dent. Certes, mais avec des barèmes différents selon la condition sociale de la victime et du coupable. La loi affichée pour tous autorisait-elle donc la vengeance légale selon les classes ? Un roi proclamant l'unité de ses sujets introduisait pourtant des distinctions rigides. Un affranchi n'a pas la même tête-à-tête avec la justice qu'un esclave. Quelle vision de l'égalité répandait ce code ? La dimension religieuse du code émerge dans quelques lignes solennelles, invoquant Shamash, le dieu du soleil et de la justice. Pourtant, l'essentiel des articles reste juridique et administratif, comme détaché du sacré. Certains experts considèrent que l'absence de prescriptions cultuelles, comparée aux codes égyptiens, où rites et dieux abondent, traduit une séparation précoce entre le temple et l'État. Le roi de Babylone, ici, légifère en souverain laïque, un choix audacieux, peut-être pour unifier un empire composite. Mais ce virage demeure à peine effleuré dans les fragments restitués. Les commentateurs modernes débattent du rôle véritable du code, reflet d'une société urbaine sophistiquée ou simple instrument de propagande royale. Quelques paraboles, glissées en guise de cas pratiques, semblent exagérément didactiques. Le maçon négligent dont la maison s'effondre tue son client, l'ouvrier manque d'humanité sans le savoir. Troublant effet de mise en scène, Hammurabi se pose en garant de l'ordre cosmique, étalant sa souveraineté jusque dans le geste quotidien. Mais était-ce un outil contraignant ou un idéal de justice à atteindre ? Les Mésopotamiens lui-même n'ont laissé aucune correspondance privée pour en témoigner. La transmission du code après Hammurabi reste brumeuse. Les successeurs babyloniens copiaient parfois certains articles, mais on n'a pas retrouvé de versions intégrales avant la redécouverte achéménide. Les scribes néo-babyloniens l'incluaient dans leurs écoles en citant des passages choisis. Mais une fois l'empire chaldéen tombé, le texte s'effaça des bibliothèques, sauf dans quelques exemplaires isolés. Les manuscrits cunéiformes ultérieurs ne mentionnent pratiquement jamais l'original, comme si la foi dans la justice avait migré vers d'autres paradigmes. Aujourd'hui, les chercheurs dressent le portrait d'un roi législateur, mais la réalité politique restait sans doute plus complexe. Le code n'était peut-être pas réellement appliqué dans le détail. Les juges locaux pouvaient favoriser les élites, rogner certaines peines ou omettre d'enregistrer les plaintes des plus humbles. Les dispositions sur le prêt à intérêt étaient contournées par des formes informelles de crédit. À travers les silences du code, on découvre les interstices d'un pouvoir humain imparfait, construit pour durer mais façonné par l'arbitraire. En touchant du bout des doigts cette pierre gravée, on ressent le poids d'une parole royale, puissante et pourtant incomplète. Le temps a rongé le sommet, le pillage a dispersé les fragments, l'histoire a sacrifié certains chapitres. Dans ce vide réside la leçon essentielle. La justice d'hier, aussi solennelle soit-elle, demeure partielle, dictée par le regard du souverain, définie par ce qu'on choisit de graver et ce qu'on tait. Après avoir écouté la voix de la loi figée dans la pierre, la prochaine étape nous transportera hors des palais et des tribunaux, vers un jardin suspendu aux rives mystérieuses. Jardin suspendu, légende ou secret horticole. Là, nous explorerons la magie végétale et les silences d'un paysage dont même les ruines se font rares. Un parfum de rose et de myrrhe s'élève dans l'air chaud du soir, mêlé aux fumées légers de la terre arrosée. Nous avons quitté le code de Hammurabi, gravé dans le basalte, pour nous aventurer dans un royaume végétal suspendu entre ciel et palais. Les jardins suspendus de Babylone, ces terrasses fleuries, flanquées à flancs de terrasses, demeurent l'une des énigmes les plus enivrantes de la Mésopotamie. Mythe oriental ou prouesse d'ingénierie oubliée ? Selon les récits de l'historien babylonien Berossos et de l'auteur grec Diodore de Sicile, Nabuchodonosor II, épris de nostalgie pour sa Médie natale, aurait fait édifier un oasis aérien. On y grimperait par des rampes ourlées de colonnes, chaque niveau s'ouvrant sur un bosquet différent. Palmiers, cyprès, vignes et roses blanches. Le roi, dit-on, contemplait ces jardins depuis le sommet, respirant un air plus frais, gorgé d'embruns artificiels. Mais au-delà des mots, aucune tablette locale, chronique, lettres officielles ou textes funéraires ne détaille véritablement l'existence de ces terrasses florales. Quand les premiers explorateurs occidentaux sondèrent les ruines de Babylone entre les XVIIIe et XIXe siècles, ils ne reconnurent pas de terrasses monumentales ni de système hydraulique apparent. Les fouilles actuelles ont mis au jour des fondations massives, sans doute destinées à supporter un temple ou un palais, mais aucune structure archéologique n'a livré de traces nettes de plateformes superposées. Comme si le site légendaire s'était dérobé à leurs pioches, ne révélant que le murmure de ces briques vernissées.
Certains archéologues ont alors détourné le mythe vers la cité voisine de Ninive, sous Sennachérib, roi assyrien du 7e siècle avant. J.C., un jardin suspendu, est bien attesté. Des bassins creusés sur les toits du palais, irrigués par une vis d'Archimède primitive. Les bas-reliefs de Khorsabad montrent des canaux en spirale et des ouvriers manœuvrant des leviers pour acheminer l'eau. Peut-être que le récit, transmis de génération en génération, attribuait ce prodige à Babylone plutôt qu'à Ninive, pour mieux magnifier la ville des rois de Chaldée. Quoi qu'il en soit, la réalisation aurait reposé sur un savoir hydraulique remarquable. On imagine des aqueducs approchant les terrasses depuis l'Euphrate, des norias dirigeant l'eau vers des citernes, puis des pompes et des vis à déplacer les volumes. Les ingénieurs mésopotamiens connaissaient déjà la roue hydraulique et la fabrication du bronze, matériaux essentiels pour des mécanismes robustes. Ils savaient que la pression d'une colonne d'eau suffisait à irriguer un étage, pour peu que la structure pût la supporter. Au-delà de la technique, la palette botanique de ces jardins suscite l'émerveillement. On raconte des cèdres du Liban, des palmiers dattiers, des citronniers, des vignes à raisins noirs et des rosiers en abondance. Certains récits mentionnent en même des orangers, un parfum inattendu dans un climat de steppe. Ces espèces exotiques étaient rapportées par des caravanes depuis la Méditerranée, la Syrie, voire l'Anatolie. Cultiver des plantes étrangères relevait d'un symbole de pouvoir. Maîtriser la nature lointaine en rappelait la beauté sous ces cieux brûlants. Pour maintenir cette profusion de verdure, les jardiniers devaient en créer un microclimat. Brumisateurs rudimentaires, voiles d'ombre tissés de roseaux, humidification des sols. Des couches successives de gravier, de sable et de compost retenaient en l'eau, tandis que des fondations de pierre scellaient l'étanchéité. Chaque plantation reposait sur un drainage précis, évitant l'engorgement qui aurait fragilisé l'édifice. Gardiens de ce monde luxuriant, les prêtres horticulteurs réglaient la distribution de l'eau selon un calendrier lunaire, offrant leurs compétences à chaque phase de croissance. Mais si grandeur il y eut, effacement il y eut aussi. Lorsque Babylone tomba sous les flèches perses, les conduites furent détruites ou détournées, les terrasses s'effondrèrent et la végétation, privée d'entretien, se fana. Les sables entrèrent dans les canaux, les briques de crues se dilapidèrent à nouveau. Quelques extraits de chroniques achéménides louent la splendeur passée, mais peignent un paysage déjà en ruine. Les successeurs ne restaurèrent pas le jardin, préférant simplement célébrer la mémoire d'un exploit révolu. Aujourd'hui, la question demeure. Les jardins suspendus furent-ils un réel chef-d'œuvre, un assemblage de terrasses étagées, ou un poème architectural attesté surtout par la tradition écrite ? Peut-être existe-t-il un noyau de vérité, un jardin royal surélevé, dont la magnificence fut exagérée par les conteurs hellénistiques. Les archéologues poursuivent leurs sondages, armés de radars à pénétration de sol, cherchant l'ombre d'un bassin furtif ou l'empreinte d'une conduite enterrée. Quelle que soit la réponse, les jardins suspendus nous parlent d'un désir humain fondamental, suspendre le temps, recréer des paradis sur terre, relier la pierre à la sève. Ils incarnent ce que l'humanité peut éprouver face au désert, non pas la résignation mais la création d'un refuge. Et dans ce refuge, chaque feuille devient un mot, chaque fleur une phrase, compose un récit végétal que seule la mémoire des anciens a gravé dans le silence. Alors que le crépuscule baigne les vestiges de poussière, le souffle du vent porte encore l'écho de ruisseaux imaginaires et le parfum discret de la rose. Nous laissons derrière nous ces terrasses ineffables pour redescendre vers les berges asséchées. Dans la prochaine étape, Tigre et Euphrate, canaux oubliés sous les sables, nous sonderons les artères invisibles qui irriguaient autrefois les cités de Mésopotamie. Un souffle de chaleur perce l'aube tandis que vos pas s'enfoncent dans un lit asséché, où jadis glissaient des eaux puissantes et paisibles. Le Tigre et l'Euphrate, artères vivantes de la Mésopotamie, ont façonné le destin des cités, nourri les champs et permis l'essor d'empires. Aujourd'hui, leurs méandres sont masqués par des dunes mouvantes et des vestiges immergés, et ce sont les canaux, ces veines hydrauliques, qui demeurent les énigmes les plus fondamentales de la région. Aux origines, vers 4000 avant. Jour après jour, les agriculteurs de la basse Mésopotamie construisent que des rigoles simples pour détourner l'eau de crue et irriguer leurs champs de blé et d'orge. Les premiers chevaussés, creusés à la main avec des outils de silex et de bois, se multiplient au fil des saisons. Chaque foyer villageois organise son réseau, creusant des bras et des contrebras, formant une dentelle délicate au creux des terres gorgées d'alluvions. Pourtant, ces rigoles fragiles exigent bientôt un entretien collectif.
c'est l'amorce d'une organisation politique, où les chefs de village deviennent ingénieurs et arbitres des conflits d'eau. Au fur et à mesure que les cités grandissent, Ur, Lagash, Larsa, les canaux s'élargissent et s'enfoncent plus profondément, leurs berges renforcées par des palissades de roseaux et des murs de briques crues. Les ingénieurs mésopotamiens comprennent qu'il faut calibrer la pente au millième près pour garantir un écoulement régulier. Si l'eau file trop vite, elle creuse, érode les parois. Si elle stagne, elle fait monter le sel et étouffe les cultures. Ces calculs subtils, transmis de génération en génération, reposant sur l'observation fine et l'expérimentation patiente, sans jamais recourir à des instruments de mesure normalisés. Le canal de Ur, plus tard appelé canal de Puzur-Shulgi, fut l'un des plus grands chantiers hydrauliques de l'époque néo-sumérienne. Protégé par des digues de plus de 2 mètres de haut, il acheminait l'eau vers les jardins royaux et les friches urbaines, tout en desservant les villages alentours. Les temples possédèrent leurs propres branches secondaires, jalonnées de bassins rituels. Mais quand l'Empire fléchit, ses ramifications tombèrent dans l'oubli. La végétation s'infiltra, colmatant le lit, et les crues suivantes creusèrent de nouveaux parcours, effaçant les traces humaines sous un maillage chaotique. Au tournant du 3e millénaire, le réseau hydraulique atteint son apogée. Un labyrinthe de canaux majeurs et mineurs irrigue plus de 20 000 hectares, permettant 2 à 3 récoltes par an. Les ingénieurs bâtissent même des écluses rudimentaires, des portes en bois et cuir, manœuvrées par des leviers pour maintenir le niveau. Des scellements en mortier garantissent l'étanchéité, tandis que des vannes en argile permettent d'ajuster le débit. Telle était la sophistication technique de civilisation que l'on imagine souvent au stade des huttes de roseaux. Pourtant, la vitalité de ce système se heurte à un danger moins visible que les invasions ou les tremblements de terre, la salinisation. L'évaporation sous le soleil brûlant concentre les sels dans le sol, menaçant les cultures. Les scribes enregistrent des quotas de rinçage, préconisant d'inonder le sol après chaque récolte, mais ces pratiques gourmandes en eau aggravent le problème quand le réseau faiblit. Des villages furent abandonnés, leurs champs devenus stériles, tandis que d'autres communautés migraient vers des affluents plus lointains, dessinant de nouveaux canaux loin des plaines lourdes de sel. Au fil des siècles, sous la pression combinée des guerres de conquête et de la dérive climatique, la gestion de l'eau se politise. Les rois de Sargon à Nabuchodonosor se targuent de restaurer ou d'agrandir les canaux. Des inscriptions royales vantent les portes d'eau rouvertes, les digues réparées et le bien-être rendu au peuple. Pourtant, la comparaison entre ces stèles prestigieuses et les vestiges archéologiques révèle souvent des exagérations. Les travaux annoncés furent parfois limités à une section de quelques kilomètres, ou s'avérèrent éphémères, faute d'un entretien durable. À l'époque assyrienne, le défi devient militaire. Contrôler les canaux, c'est contrôler la subsistance des cités rebelles. Des généraux garnissent les berges de tours de guet, surveillant les écluses pour couper l'eau aux oppresseurs ou aux insurgés. Les canaux se transforment en lignes de front. L'ennemi peut inonder les terres, noyer les récoltes, ou au contraire priver la région d'irrigation. Les récits d'assauts fluviaux, rares mais cruels, illustrent comment l'eau, jadis source de vie, se mue en arme décisive. Puis vient le grand effacement. Les dynasties s'effondrent, les populations se dispersent face aux famines et aux invasions. Les canaux ne sont plus entretenus. Certains se bouchent totalement, d'autres s'enfoncent sous des alluvions nouvelles. Les déserts avancent, recouvrant de leurs manteaux les reliefs des berges. Les voyageurs arabes du Moyen-Âge mentionneront certains lits abandonnés, prenant leurs lits asséchés pour de simples ravines, ignorant leur origine humaine. L'archéologie moderne, armée de satellites et de radars à pénétration de sol, a commencé à révéler ces réseaux cachés. Des images infrarouges détectent des motifs linéaires sous le sable, témoins des anciens canaux. Des prospections au sol, combinées à des carottages, montrent les couches sédimentaires propres à un écoulement prolongé. Les géoarchéologues reconstituent la trame hydraulique à partir de la distribution des dépôts limoneux et des vestiges de digues. Mais ces techniques ne peuvent restituer qu'un schéma schématique, que les textes et les traditions viennent compléter. Pourtant, même ces atlas numériques restent fragmentaires. Les crues violentes, les tremblements de terre et les aménagements plus récents, barrages modernes, champs cultivés, brouillant les repères. Chaque canal retrouvé soulève autant de questions qu'il apporte de réponses. Quel était son rôle exact ?
Servait-il à l'irrigation, au drainage, au transport? À quelle entité politique appartenait-il? Les mentions épigraphiques, disséminées dans des sites variés, laissent parfois entendre des noms de cours d'eau déformés, non identifiables à une toponymie actuelle. Et après tout, qu'avons-nous perdu? Cette géographie de l'eau, fondement de la vie mésopotamienne, demeure en grande partie invisible. Les débats vont bon train. Certains estiment que la défaillance des canaux a précipité l'effondrement des cités, tandis que d'autres invoquent des facteurs politiques ou climatiques plus larges. Mais tous s'accordent sur un point. Sans comprendre la gestion de l'eau, nous restons aveugles face aux mécanismes fragiles qui soutiennent toute civilisation. Alors que vous quittez ces liens fossiles, prenez conscience que sous vos pieds on a coulé plein des fleuves canalisés, témoins d'une interaction subtile entre l'homme et son environnement. Ces chemins d'eau oubliés sont autant de sillons dans la mémoire du monde. Ils racontent les triomphes des ingénieurs, les crises de l'État, les dilemmes écologiques et la fragilité d'un équilibre précaire. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans un mystère plus petit en apparence, mais tout aussi troublant. Uruk, le sceau du souverain disparu, où un simple cylindre gravé nous confrontera à l'énigme d'une identité royale effacée. Nous quittons les veines hydrauliques du Tigre et de l'Euphrate. Ces artères silencieuses aujourd'hui englouties sous les alluvions pour gagner la grandiose Uruk, cité-mère où l'idéogramme mue en empire. Là, au détour d'une fouille, un petit cylindre d'argile polie se glisse dans la paume du chercheur, un sceau gravé d'une scène royale dont l'inscription a été effacée ou n'a jamais existé. Qui fut ce souverain dont le nom nous échappe? Comment restituer l'identité d'un homme dont seule l'image a survécu, roulé dans l'ombre d'une empreinte muette? Uruk, qui s'épanouit dès 3500 avant notre ère, jour après jour, fut la première cité véritable, un maillage de rues pavées et de temples étincelants. C'est là que naquit l'écriture quand le pictogramme sur tablette céda la place aux signes cunéiformes. Mais avant même la lettre, les sceaux furent les gardiens d'un ordre naissant. Chaque cylindre, roulé sur une bande d'argile encore tendre, scellait un document, protégeait une offrande, attestait d'une autorité. Gravés de motifs répétés, ils étaient peints le mot de passe intime d'une administration florissante. Le sceau-cylindre, d'un centimètre de diamètre à peine, concentre l'art et le politique. Taillé à la pointe de silex ou façonné dans la cornaline importée d'Oman, il peut représenter le roi en scène mythologique, des dieux alignés ou des guerriers stylisés. À Uruk, on élabore des registres non plus gravés dans la pierre mais roulés en continu, comme un ruban de mémoire. Les sceaux privés et publics coexistent. Certains portent des signatures de marchands, d'autres arborent des emblèmes divins, mais rares sont ceux des monarques dont l'autorité s'affirme en image. Parmi ces cylindres royaux, l'un d'eux attire particulièrement l'attention. Découvert en surface, à la lisière du Tel, il exhibe un souverain en posture d'hommage devant un tigre céleste, le tout chapeauté d'un disque solaire ailé. Le travail est d'une délicatesse extrême, chaque coup de burin révélant une chevelure bouclée, des plis de vêtements et des motifs d'étoiles. Pourtant, sous le pied du roi, là où devaient figurer son nom et son titre, le champ reste vierge ou profondément raboté. Aucun cunéiforme ne nous renseigne, seul persiste le contour d'un caractère effacé. Ce vide épigraphique est une brèche dans l'histoire. Les chercheurs débattent. Le nom aurait-il été ôté rituellement lors d'une damnatio memoria, ou jamais inscrit, comme si le sceau fabriqué dans l'urgence d'une célébration célébrait davantage l'instant que la personne. Dans les archives, aucun souverain d'Uruk ne correspond précisément à cette iconographie. Le disque ailé est plus tardif, l'attitude royale rappelle les statues d'Anu ou d'Ishtar, mais l'association exacte demeure introuvable. L'absence de nom transforme ce petit cylindre en énigme vivante. D'ordinaire, chaque sceau impérial porte le cartouche d'une destinée, Gilgamesh, roi d'Uruk, Lugalza-Jessi, maître de toutes les terres, etc. Ici, le silence érode la figure du prince et renverse notre regard. Ce n'est plus l'identité qui impose l'image, mais l'image qui suscite le désir d'un nom. Les spécialistes, confrontés au vide, reconstituent alphabet et liste royale pour tenter de faire correspondre un titre à l'emblème, mais rien ne s'accorde complètement. À quelques mètres, un autre sceau, plus fragmentaire, offre une scène de banquet divin, poli et somptueux, où s'alignent dans un registre plus bas des plans stylisés. Là aussi, l'espace réservé à l'inscription du nom a disparu, gommé par le temps ou la main humaine. Est-ce lié à la même dynastie, ou à une réforme religieuse qui aurait interdit aux rois d'associer leur nom à certaines cérémonies?
Le mystère grandit quand on voit que d'autres sceaux, mis au jour dans des strates plus anciennes, portent des titres abrégés, signifiant une évolution des usages épigraphiques. Les sceaux furent avant tout des instruments de pouvoir. Ils garantissaient la fiabilité des échanges, prévenaient le vol, légitimaient les actes administratifs. Le sceau royal jouait un rôle analogue à un sigillum en cire ou à une signature électronique moderne. Sans lui, la tablette restait ouverte au premier venu. Mais qui signe un acte quand le sceau, intact mais sans nom, ne peut être relié qu'à un roi inconnu? Les conservateurs de musées, désemparés, classent l'objet comme « sceau d'Uruk, auteur anonyme », et chaque nouveau catalogue soulève davantage de questions. Pourtant, même sans inscription lisible, l'empreinte du sceau nous en dit long. Les concentrants. La technique de gravure, la profondeur des traits et le style des personnages indiquent un atelier royal, sans doute rattaché au temple d'Anu, où l'on formait les graveurs comme on formait les prêtres. Les matériaux choisis, gemmes colorées, stéatite ou calcaire tendre, témoignent d'approvisionnements lointains et d'un réseau de commerce sophistiqué. La datation au carbone 14 de l'argile aura beau borner l'objet entre 3200 et 3000 avant. JC, l'identité qu'il porte reste hors de portée. Depuis peu, l'imagerie 3D et la photogrammétrie offrent une lueur d'espoir. En scannant la surface sous toutes ses facettes, on met en évidence des creux imperceptibles à l'œil nu, des restes d'entailles partiellement refermés. Certains algorithmistes affirment pouvoir reconstruire la forme d'un caractère disparu, à partir des vibrations résiduelles dans l'argile. Mais cette promesse technologique soulève une question éthique. Jusqu'où peut-on projeter une lecture dans un sceau muet sans trahir la réalité historique? Nous sommes en présence d'un artefact à la frontière du tangible et du conjectural. Dans quelques vitrines, on expose ce cylindre sous verre, protégé de toute manipulation, comme une relique fragile. Les visiteurs passent, lecture en main, admirent la finesse de l'ouvrage et repartent sans connaître le nom du prince dont ils portent l'histoire. Cette absence devient un spectacle en soi, un appel à la curiosité qui transcende la simple reconstitution factuelle. Le sceau du souverain disparu nous enseigne une leçon sur la mémoire. Parfois, ce qui importe moins que le récit consigné, c'est ce qui est volontairement tu ou effacé. Les lignes manquantes, dans l'argile, sont autant d'espaces de liberté pour l'imagination et l'enquête. Elles révèlent que l'histoire ne se limite pas aux traces indélébiles, mais habite aussi les interstices de la perte. Lorsque vous quittez la cabane de fouilles, en portant l'empreinte rayée de votre cahier numérique, gardez à l'esprit cette question ouverte. Quel nom s'échappe des plis de l'argile? Quelle voix murmure sous la cire de ce sceau sans titre? La prochaine étape de notre voyage nous entraînera vers d'autres mystères d'argile et de pierre, là où le passé défie toute certitude, artefact anachronique, invraisemblable découverte. Un éclat de cristal poli perce la pénombre d'une vitrine prudente et, pour un instant, vous croyez entendre la voix lointaine d'un artisan assyrien. Nous avons déjà parcouru les ruines d'Éridu, sondé les vestiges d'Akkad, effleuré les tablettes muettes et gravé nos pas sur les terrasses célestes. Aujourd'hui, c'est l'objet isolé, sorti de son contexte, qui défie la chronologie. Un fragment de technologie trop avancé pour son âge, un éclat d'ingéniosité qui bouscule notre vision du passé. Dans les fouilles de Nimrud, menées au milieu du XIXe siècle par Austen Henry Layard, l'un des plus surprenants trésors fut un petit cabochon de roc cristal parfaitement poli, devenu le lentille de Nimrud, daté d'environ 700 avant. JC, cette pièce fine ne ressemble en rien aux gemmes sculptées habituelles. Ses bords s'amincissent en un biseau régulier et une fine strie concentrique semble dessiner un foyer optique. Certains archéologues avancent qu'il s'agissait d'une simple parure, d'autres suggèrent qu'il servait à grossir des inscriptions, voire à concentrer les rayons du soleil pour allumer un feu rituel. Quoi qu'il en soit, le degré de polissage atteint, sans métal abrasif moderne, reste énigmatique. Cette lentille, roulée sur une bande d'argile, pouvait laisser une empreinte de déformation dans la poussière, mais jamais l'écriture ne mentionne son usage précis. Évoquer une loupe paraît anachronique. Pourtant, la géométrie de ces courbes trahit une maîtrise que l'on croyait hors de portée des artisans de l'âge du bronze. Plus au sud, près de l'ancien Ctésiphon, un pot de terre cuite révèle un secret électrique, la fameuse batterie de Bagdad. Mise au jour en 1936 par l'archéologue autrichien Wilhelm König, ce vase contient un cylindre de cuivre scellé dans l'argile, à l'intérieur duquel repose une tige de fer.
Lorsque l'on verse un liquide acide, jus de citron ou vinaigre, dans l'interstice, on produit une petite tension électrique, mesurable à l'aide d'un galvanomètre moderne. Les hypothèses se bousculent. Électroplaquage d'objets précieux, prodige magique simulé pour impressionner les fidèles, ou simple expérience empirique destinée à étudier la corrosion des métaux. Mais aucun texte antique n'évoque explicitement l'électricité, ce mot ni ce concept n'existant pas encore. Ce vase, restauré avec soin, demeure une énigme, un instrument de laboratoire perdu, ou le vestige isolé d'une branche de la science occulte mésopotamienne. Dans les réserves du British Museum, un petit disque d'argile rameuté de 6 parts attire un autre regard incrédule, la carte du monde babylonienne, datée d'environ 600 avant notre ère. JC gravée d'un cercle, elle dessine les cités de Babylone et d'Assur, entourées d'un fleuve d'eau amère et d'îles lointaines, dont les contours rappellent parfois des régions inconnues. À côté, des tablettes astronomiques plus récentes, les fameux enregistrements de Vénus attribués au roi Amisaduqa, consignent avec une précision remarquable les levées, couchers et phases de la planète, permettant aux prêtres d'élaborer un calendrier céleste d'une fiabilité déconcertante. Ce savoir, combiné à la vision synthétique de la carte, laisse entendre que les savants babyloniens disposaient d'une cartographie et d'une astronomie si pointues qu'elles n'auraient rien à envier à la Renaissance. Pourtant, aucun traité ou manuel de géographie détaillé n'a survécu, si bien que ces fragments isolés flottent comme des îles démembrées dans l'océan du passé. Plus étonnant encore, les briques vernissées d'Albiton de la porte d'Ishtar à Babylone dévoilent un secret de technologie céramique longtemps attribué au Moyen-Âge, un glaçage vitrifié à haute température capable de préserver des nuances de bleu profond et de jaune or. Les analyses modernes révèlent des mélanges de silice, d'oxyde de plomb et de minéraux cuivrés, chauffés à plus de 950 degrés Celsius dans des fours modestes. Le résultat est un émail comparable à celui des émaux égyptiens ou byzantins. Comment les artisans chaldéens sont-ils parvenus à contrôler si finement la température sans thermomètre ni recette écrite ? L'éclat de ces briques, qui perdurent après 26 siècles, témoigne d'un savoir-faire trop souvent relégué au rang de simple ornement, alors qu'il était peut-être au cœur d'une technologie rituelle, reliant la terre cuite aux couleurs du cosmos. Pour chaque découverte, les doutes s'immiscent, des interprétations rivales, des interprétations tendancieuses ou des hypothèses fantaisistes. Des chercheurs ont attribué la lentille de Nimroud à une copie hellénistique tardive. D'autres voient dans la batterie de Bagdad un simple pot à papyrus, vidé de son contenu métallique. Des falsifications ont été dénoncées, puis réhabilitées, soulevant la question d'une possible désinformation dès le XIXe siècle, quand la fascination pour les merveilles antiques était un moteur de prestige pour les musées européens. Pourtant, les analyses isotopiques, la datation au radiocarbone et la micro-imagerie 3D rendent aujourd'hui très improbable l'origine récente de ces objets. Dans le silence feutré des laboratoires, l'ombre d'un artisan reprend vie sous la loupe. On imagine ses gestes trempés de poussière d'argile, peau tatouée par la suie des fours, yeux fixés sur une représentation de la voûte céleste. Chaque geste de polissage, chaque mélange d'émail et chaque creuset chauffe témoigne d'une ambition. Maîtriser le monde matériel pour toucher l'invisible. Ces artefacts isolés parlent moins d'un savoir scientifique organisé que d'expérimentations ponctuelles, d'initiatives de savants solitaires, voire de guildes secrètes où l'on transmettait oralement des recettes précises. Mais même lorsqu'ils défient toute la chronologie, ces objets restent ceux des fragments, des lambeaux d'histoire qu'il nous faut relier par conjecture. Demander plus de preuves, c'est parfois risquer de passer à côté de la magie première, l'émerveillement face à une poupée de verre d'il y a 3 millénaires. Et si l'artefact anachronique n'était pas tant le signe d'un voyage dans le temps que celui d'une mémoire incomplète. Chaque instrument, chaque brique émaillée, chaque globe d'argile gravé nous rappelle la fragilité de la transmission. En laissant derrière vous le cristal poli, le vase électrisé et la planisphère babylonienne, pensez que la plus grande étrangeté ne réside pas seulement dans la perfection technique, mais dans le fait qu'un artefact puisse se tenir à la croisée des époques, défiant nos repères. Ces invraisemblables découvertes sont autant de clés brisées, dont seules quelques dents émergent pour ouvrir la porte d'un savoir enfoui. Dans le prochain chapitre, nous descendrons vers les marais assyriens à la recherche de divinités disparues et de cultes engloutis. Les dieux muets des marais assyriens, où la présence sacrée se fait voix muette, et le silence lui-même devient rituel.
Après avoir contemplé des artefacts anachroniques, cristaux polis et poteries électrisées, nous descendons maintenant vers les plaines inondables, où la terre se mêle à l'eau, les marais assyriens. Ici, loin des pierres dressées et des tablettes gravées, les divinités n'ont jamais érigé de temples monumentaux. Elles résident encore dans le glaiseux, les roseaux et la boue, et leur voix ne résonne que dans le silence des eaux stagnantes. Au cœur de la basse Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate s'étendaient jadis des kilomètres de marécages mouvants, des labyrinthes de canaux fangeux où l'on n'avançait qu'en pirogue légère. Saison après saison, les crues déposaient une couche d'alluvions, ensevelissant les traces de vie humaine et engloutissant les sanctuaires de briques crues. Les prêtres des cités alentours savaient craindre que, pour atteindre l'emplacement d'un autel, il fallait sonder la glaise sur plusieurs mètres de profondeur. De crainte d'ouvrir une faille dans la mémoire des eaux, ils évitaient trop souvent de fouiller ces lieux sacrés. Ce refus d'arracher la terre au marécage ne fut pas qu'une précaution archéologique, mais un acte de respect d'un rituel. Les dévots offraient leurs libations, bières rituelles, figures d'argile, gabarites de pain, directement au creux des ruisseaux, sans aucun support durable. Le geste volontairement éphémère assurait que le don s'évaporait avec la rosée du matin. Les dieux du marais ne recevaient tant mais pas de statues de pierre, mais des offrandes dispersées, offertes au grésillement d'une flamme huilée sur un radeau de roseaux. Parmi ces divinités muettes, certaines portent des noms qui ne figurent que dans de rares hymnes cunéiformes. Nammu, la déesse primordiale des eaux fraîches associée aux sources souterraines. Tiamat, archétype du chaos marin, évoqué comme la matrice des créatures hybrides. Nanché, protectrice des orphelins et maîtresse des pêcheries, dont le culte gravite autour des étangs salins. Mais leurs inscriptions proviennent surtout de cités sumériennes, lointaines, et non des villages de roseaux où pourtant leurs eaux palpitaient. Pour ces communautés, la relation divine demeurait orale, des invocations murmurées par les aïeux, transmises de génération en génération jusqu'à s'effacer. Les rares témoignages matériels, quelques figurines en terre cuite déterrées sous un mètre de limon, des amulettes en serpentine glissées dans des sédiments de lys anciens, n'offrent qu'un écho flou. Une figurine en forme de poisson, trouvée près de l'ancien refuge de Khorsabad, porte une incision circulaire que l'on identifie comme un lieu de légende. Mais le nom de la divinité a été gommé par l'eau et l'on ne peut plus reconstituer la prière qui lui était dédiée. Les offrandes portaient parfois des inscriptions en cunéiforme, mais le sel et l'humidité ont rongé la couche pictographique, ne laissant qu'un blanc creusé dans la glaise. Les pratiques rituelles restent enveloppées de mystères. Les récits assyriens évoquent les navigateurs du gibet de roseaux, ces prêtres qui dérivaient sur des chalands de bois, horaires nocturnes, pour chanter des hymnes sous la pleine lune. On imagine des chœurs lointains, se répercutant sur l'eau immobile, répondant aux cris des oiseaux échassiers. Pourtant, aucun texte liturgique en cunéiforme ne décrit ces chants. Ils appartenaient à une mémoire vivante, hors de portée de l'écriture sur argile. Au 7e siècle avant. Jour après jour, les rois assyriens entreprennent la grande entreprise de contrôle des eaux. Ils creusent des canaux, érigent des digues, drainant les marécages pour étendre la terre arable. Dans leurs inscriptions, ils célébrèrent la pacification du serpent à queue et l'asservissement de l'élément rebelle. Mais ce faisant, ils confisquèrent aussi les sanctuaires des dieux des marais. Les pirogues sacrées sombrèrent dans les fossés militaires, les autels gelèrent sous les remblais. Le silence abandonna définitivement la boue, abandonnée à la stérilité d'une terre dénaturée. Lorsque l'empire assyrien s'effondra, les digues vorancies furent détruites, et les eaux reprirent dans leur droit, engloutissant les arères et les fosses d'entreposage. Les vestiges des villages noyés revinrent à la surface, puis retournèrent à la vase. Les premiers voyageurs arabes du Moyen-Âge mentionnèrent quelques îlots herbeux où affleuraient des colonnes brisées, croyant plus tard y voir les ruines d'antiques forteresses. En réalité, ces lambeaux de temples d'argile représentaient les vestiges des sanctuaires d'eau, invisibles aux regards non avertis. Au XXe siècle, le drainage moderne, pour planter le coton, assécha en partie les marais, révélant par instants des loges de roseaux pétrifiés, des morceaux de torchis marqués de griffures rituelles. Mais l'exploitation agricole dispersa les traces, émiettées par les bulldozers et les pompes électriques. Seuls quelques fragments de tablettes lacustres mal catalogués dans les dépôts vernaculaires témoignent encore de ces cultes. Les chercheurs qui fouillent aujourd'hui
doivent de se frayer un chemin entre canaux d'irrigation et infrastructures pétrolières pour débusquer la moindre perle d'argile. Pour retrouver la voie de ces dieux muets, les archéologues misent désormais sur la prospection subaquatique et la photographie aérienne multispectrale. Les images satellites révèlent des motifs linéaires sous la boue, vestiges de digues sacrées. Les sonars et les rovers submersibles peuvent dégager dans la vase les sols de fumier ou de charbon, indice d'un autel consumé. Mais la conservation dans l'eau salée impose un protocole drastique pour chaque objet extrait. La plus infime bulle d'air peut fissurer l'argile centenaire. Ainsi, les dieux des marais restent enveloppés d'une aura intangible. Ils nous enseignent que la présence divine ne se mesure pas à la hauteur des colonnes ni à l'éclat des textes, mais à la fragilité des gestes humains. Dans le bruissement des roseaux et l'écho des pirogues, ils continuent de murmurer aux oreilles attentives, défiant quiconque de faire silence. Dans notre prochaine étape, nous quitterons ces eaux stagnantes pour rejoindre la forge incandescente des artisans. Métallurgie précoce, l'art secret des fondeurs, où le métal lui-même deviendra une autre voie, plus durable mais tout aussi mystérieuse. Le crépitement lointain d'un feu de charbon résonne sous vos pas, tandis qu'un rayon de soleil perce l'humble atelier d'un fondeur sumérien. Nous avons quitté les marais silencieux et suivi les canaux disparus, traversé les cités oubliées et contemplé des artefacts hors du temps. À présent, nous approchons d'un autre mystère enfoui. La naissance de la métallurgie, ce savoir-faire presque alchimique qui transforma des minerais bruts en objets de puissance et de beauté. Dès le 4e millénaire avant notre ère, des ateliers isolés s'organisent le long des rives d'Euphrate et du Tigre. Des hommes et des femmes, drapés de peau légère, nourrissent les fours de charbon, de tamaris et de palmiers dattiers, approchant des creusets de terre cuite où fondent le cuivre et l'étain. Les voix se taisent devant la lueur dansante du métal en fusion. Chacun sait que ce moment tient du sacré. Les gestes, codifiés dans une tradition orale, se transmettent de maître à apprenti, enveloppés de chuchotements et d'incantations devant le feu. La première révolution survient lorsque l'artisan apprend à maîtriser le sable siliceux pour isoler la chaleur. Il façonne des moules en pierre tendre, calcaire ou stéatite, gravés de motifs géométriques, lie la poudre de charbon avec de l'eau pour sceller les jointures, puis verse le bronze fusible. À la sortie du foyer, l'objet doré dicte le mode d'emploi. Hache, poignard, harnachement de char ou parure funéraire. Mais l'équation était délicate. Quelques grammes d'étain en trop rendaient l'alliage cassant, trop peu, et le métal coulait comme de l'eau tiède sans former de cavité solide. Ce savoir de l'alliage bronze-cuprique, longtemps présenté comme une simple coïncidence technique, s'avère au contraire l'aboutissement d'une expérimentation patiente et secrète. Les laboratoires modernes ont analysé des scories retrouvées à Sumer, des teneurs en cuivre fluctuantes, des traces de plomb et de nickel, signe d'une maîtrise prémisse des procédés de raffinage. Les fondeurs utilisaient des minerais cuprifères importés de l'Ouzbékistan ou du Sinaï, mais surtout des gisements locaux du Zagros, dont la qualité permit aux premières cités de bâtir leur suprématie militaire, dès 2500 avant notre ère. JC, Uruk exporte des poignards à la lame parfaite, polie jusqu'à l'éclat. Les inscriptions cunéiformes mentionnent des messagers de cuivre, voyageant vers l'ouest, négociant des lingots contre des étoffes et des épices. Et pourtant, si le commerce prospère, jamais un traité de métallurgie ne survécut. Pas de manuel, pas de recettes couchées sur argile. Les secrets demeurent enfermés dans le verbe oral, scellés dans les gestes accompagnés de formules rituelles, peut-être pour que nul ne reproduise sans l'agrément du maître. Dans l'ombre des palais, l'atelier royal impose ses règles. Le grand prêtre fondeur détient la clé du régime du feu, le montage des 6 fours superposés, la distribution du vent à l'aide de soufflets en cuir, l'ajustement du tirage par des conduits de terre cuite longs de plusieurs mètres. La logistique est monumentale. Charbon, minerai, eau pour refroidir la gueuse en fusion, cire d'abeille pour lubrifier les moules. Chaque intervention est chorégraphiée, un rituel de puissance servant à légitimer le souverain qui possède l'arme nouvelle. Les innovations passent plutôt souvent inaperçues. L'invention du moule à 2 pièces, gravé en négatif, permet de couler en une seule opération des pièces creuses, têtes de statuettes, vases ornés de frises animales. Cette technique disparaîtra ensuite, réapparaissant seulement dans des régions lointaines des siècles plus tard. Le secret demeura jalousement gardé. Nul scribe n'en fit le récit, comme si l'on craignait que les morts ne se retournent dans leur tombe si l'on révélait trop de connaissances.
Au cœur de la ville d'Erbil, un amas de scories révèle un essai de coulage de cuivre pur, dépourvu d'impuretés. La finesse du métal suggère une purification poussée, sans doute un procédé de décantation, où le métal en fusion était maintenu à température juste suffisante pour laisser les oxydes se séparer avant d'être rejetés par affleurement. Cette méthode, si elle fonctionna une ou deux fois, ne fut pas consignée et disparut, vestige d'une expérience unique, peut-être interrompue par un conflit ou un changement de régime. Une autre énigme entoure l'introduction du fer. Vers Tevo-Tussen avait les bons jours avant Jésus-Christ, des épées en fer météoritiques, alliant nickel et cobalt, apparaissent sporadiquement dans les tombes royales. Ces fragments de fer céleste étaient vénérés comme reliques d'un don divin, façonnés sans recourir aux hauts fourneaux plus tardifs. Les forgerons gravèrent parfois une étoile dans le manche pour signifier l'origine extraterrestre du métal. Mais la technique de forge du fer repoussé n'était pas encore au point. Ces armes restèrent rares malgré leur prestige jusqu'à l'avènement des invasions hittites qui introduisirent la métallurgie du fer à hauts fourneaux. Les maîtres fondeurs jouèrent un rôle discret dans les révolutions techniques suivantes. Leur lignée familiale se transmettait à un répertoire de température, de temps de chauffe, de proportions d'alliage, un savoir intangible que nulle argile n'a pu fixer. Les rares recettes chirurgicales, mentionnées dans quelques inscriptions médicales, ne décrivent dès que la préparation d'instruments, non le protocole de fabrication des lames. Ainsi, quand les empires chancellent, le savoir même de couler le bronze s'efface, abandonné aux ruines et aux taches de rouille. Aujourd'hui, les archéométallurgistes tentent de reconstituer ces gestes d'argile et de feu. En recréant des fours en adobe, en expérimentant des soufflets actionnés manuellement, ils mesurent la courbe de température et valident les proportions d'alliage. Mais derrière chaque succès se cache l'incertitude. Quel adjuvant ou quelle incantation manquons-nous ? Quel secret verbal s'est consumé dans les braises sans qu'aucune stèle ne l'immortalise ? Le choix de mener ces expériences n'est pas seulement scientifique, il devient rituel. L'atelier, recréé dans un musée ou sur un chantier de fouilles, doit respecter la saison des pluies ou le cycle lunaire, tel que l'ancêtre le prescrivait peut-être. Chaque coulée est une prière, chaque lingot un fragment de mémoire. Les visiteurs, émus par la lueur incertaine des flammes recréées, comprennent que la métallurgie précoce était plus qu'un art, un pont entre le monde terrestre et les mystères du feu. Alors que vous quittez l'atelier, les doigts encore imprégnés de suie, vous sentez battre la nostalgie d'un savoir disparu. L'écho d'un soufflet, la poussière de charbon, la danse du métal incandescent. Dans la prochaine étape de notre voyage, nous passerons du creuset aux étoiles, astronomie babylonienne, carte céleste introuvable, où les savants dresseront des schémas du ciel aussi précis que nos reconstitutions du feu. Après avoir quitté l'atelier incandescent des fondeurs où le métal chantait sous la flamme, nous posons désormais le regard vers l'infini. Les savants de Babylone ne se contentaient pas d'aligner des briques ou de graver des lois. Ils scrutaient avant chaque nuit les étoiles, traçant dans l'argile des schémas célestes dont la beauté rivalisait avec les astres eux-mêmes. Pourtant, nombre de ces cartes sont brisées, incomplètes ou tout simplement introuvables, comme si l'on avait voulu que le ciel demeure partiellement obscurci. Dès le début du 2e millénaire, les prêtres astronomes observaient rigoureusement les levées et couchers des planètes. Installés sur les terrasses des ziggourats, armés de simples cornes de bœuf taillées en sextant rudimentaire, ils suivaient le parcours de Vénus, dont la régularité fascinait tant que l'on croyait à son influence sur la destinée des rois. Des tablettes, aujourd'hui en miettes, consignaient chaque date, notant l'heure, ou plutôt l'instant, où l'astre apparaissait à l'horizon. Des éphémérides naquirent, dont seules quelques pages ont échappé au temps. Les grands temples doubles de Sippar et d'Uruk servaient d'observatoire. Le ciel se reflétait dans des bassins d'eau calme, amplifiant la précision des relevés. À l'abri d'une alcôve, un scribe gravait chaque repère dans une tablette carte, dessinant des cercles concentriques autour de la terre plate sumérienne. Ces cartes stellaires rapprochaient entre mythologie et observation. Chaque pointon nommé portait le nom d'une divinité, entrelacée au récit de la création cosmique. Mais ces planisphères de terre cuite sont aujourd'hui dispersés. Les plus complets reposent en vitrines poussiéreuses, tronquées de leurs légendes. Vers Etusen, Treundras Jutiofem avec Roekchaanji, C, la série Mulapin rassembla une centaine de tablettes classant les constellations en 3 chemins célestes. Elle dévoilait l'ordre sinueux des Égaux d'Anu, l'ascension de Chéru et la chute du dragon cosmique. De ces tablettes, on ne conserve souvent que les premières lignes, où apparaissent les noms de lieux célestes.
Les notices plus détaillées, décrivant la hauteur et l'élongation, ont disparu. Le mot même d'Apin tremble sur les fragments, laissant deviner un traité beaucoup plus vaste. Ancienne de plusieurs siècles, la série Enuma Anu Enlal documentait quant à elle les ombres projetées par la lune sur le ciel, reliant éclipses et présages politiques. Les chapitres décrivaient, avec minutie, la configuration des ombres lunaires avant l'aube comme un oracle gravé dans l'argile. Ces textes, pourtant copiés inlassablement par les écoles de scribes, se présentent aujourd'hui sous forme lacunaire. Des tablettes entières sont manquantes et les exemplaires restants portent souvent les stigmates d'incendie. Au cœur de Babylone, un fragment singulier, dit planisphère de Sippar, offrait une représentation circulaire du ciel avec un axe dessiné vers le nord. Le disque d'une trentaine de centimètres montre des symboles stellaires peints à la mine d'ombre. Il révèle l'idée d'un horizon à 360 degrés. Pourtant, les annotations au pourtour, sans doute indiquant les angles horaires, n'ont pas survécu. À la lumière vacillante, on perçoit les traces d'émail qui tentaient de protéger le schéma, comme si les astronomes redoutaient sans la perte de leur vision. Plus troublantes encore sont les cartes lunaires émergeant d'Ashur, de petits graphiques linéaires où le cycle synodique est tracé comme une onde. Ils prouvent une compréhension approfondie du calcul des lunaisons, dépassant de loin la simple observation. Là encore, la majeure partie de ces graphiques reste enfouie sous des éboulements, et les mentions de phases rares, coïncidences d'extante de 2 éclipses, ne sont compréhensibles qu'à moitié. Des collègues les ont interprétés comme des calendriers rituels, mais l'absence de légende empêche toute certitude. Les archives d'astronomie n'étaient pas qu'exactes. Elles véhiculaient un lien sacré entre l'homme et le cosmos. Les tablettes ornementées de hures conservaient, en marge, des dessins d'animaux célestes, mêlant lions et serpents, aigles et poissons. Ces hybridations cultuelles rappelaient la dualité du jour et de la nuit, du visible et de l'invisible. Pourtant, à l'aplomb de chaque illustration, se détachaient des lignes de texte aujourd'hui effacées, où se trouvaient sans doute des formules d'invocation ou des indications de rites. Pourquoi tant de cartes sont-elles perdues ? Les réponses de le temps sont multiples. Pillage assyrien, incendie achéménide, dispersion hellénistique. Mais on doit ajouter une piste plus intime. La transmission restait orale dans de nombreuses écoles. Certains savoirs se comptèrent à la lueur d'une lampe, chantonnée. Les tablettes servaient de support en nom de manuels complets. Lorsque l'empire chaldéen déclina, la rupture des lignées scolaires signa l'oubli de portions entières du savoir astronomique. De nos jours, l'imagerie multispectrale révèle sous le sable des tracés rectilignes, vestiges probables de tables d'observation à ciel ouvert. Des prospections par drone détectent des alignements de pierres où se dressaient peut-être des jalons méridiens. Mais sans correspondance écrite, ces repères géophysiques restent muets. La carte céleste demeure fragmentaire. Pour comprendre la mécanique babylonienne du ciel, il faut intercaler nos conjectures dans les vides laissés par l'histoire. Alors que vous repliez le feuillet de vos notes, rappelez-vous, l'astronomie babylonienne ne nous est pas parvenue intacte. Elles survivent dans ses éclats, comme des étoiles filantes emprisonnées dans l'argile. Les repères manquants nous rappellent que le cosmos des anciens résiste à toute restitution totale. Au prochain chapitre, nous irons explorer la bibliothèque d'Assur, archives brûlées et manuscrits fantômes, où le savoir gravé dans la pierre cédera la place aux tablettes de faïence, rescapées des flammes et de l'oubli. Un souffle de cendre flotte dans l'air, chargé du parfum âcre du bitume et de la fumée, tandis que vous pénétrez dans l'immense cour ruinée du temple d'Assur. Nous avons quitté les dessins lacunaires du ciel babylonien pour revenir sur la terre, là où s'entassaient jadis des étagères de tablettes, des caisses de rouleaux en cire et des coffres de cylindres gravés. Ici, dans la cité-mère des rois assyriens, se trouvait l'une des plus anciennes bibliothèques du monde, aujourd'hui presque aussi silencieuse que la pierre carbonisée de ses murs. Les premières archives d'Assur datent du XIXe siècle avant. J-7C, quand Shamsi-Adad Ier érigea un château administratif adossé au temple. Des hordes de scribes y copiaient traités juridiques, listes de rations, lettres diplomatiques et hymnes royaux. Les colophons mentionnent plus de 100 000 tablettes, réparties en rayonnage, chacune numérotée et répertoriée dans des registres auxiliaires. Ces registres eux-mêmes figuraient dans un rouleau de cire, un prototype fragile que personne jusqu'à présent n'a retrouvé. À l'apogée de l'empire néo-assyrien, 9e-7e siècles avant notre ère, JC, la bibliothèque d'Assur rivalisait de prestige avec celle d'Assurbanipal à Ninive.
Elle abritait des traités d'astronomie plus anciens que ceux de Babylone, des manuels de métallurgie transmis oralement aux ateliers royaux, ainsi que des recueils de poésie rituelle inconnus ailleurs. Les scribes invités de Babylone y venaient non pour étudier les lois primordiales et les incantations de l'eau dédiées à la déesse Namu. Malheureusement, leur travail ne survécut pas au siège de 614 avant. J.C. Lorsque les Médès et les Babyloniens attaquèrent Assur, les archers ennemis mirent le feu aux cours intérieures. Les étagères de bois flambèrent instantanément, propageant l'incendie aux murs de torchis. Les tablettes de terre cuite, recouvertes d'enduits bitumineux, se trouvèrent de coincées entre deux feux, l'un consumant la matière organique, l'autre porté par le soleil, chauffant la céramique. Beaucoup éclatèrent, d'autres furent transformés en briques réfractaires, posées là où s'élèvent aujourd'hui des monticules de débris. Les inventaires ultérieurs, rédigés à Ninive, énumèrent des titres devenus introuvables. Les Paroles d'Ilum Bel, un recueil de traités soumis aux grands prêtres, le Codex de l'eau saumâtre, traitant de l'irrigation dans les marais assyriens, les Écrits de l'aube, chant d'installation des rois sur le trône, plusieurs variantes du Dialogue des rats, dont aucune version complète n'existe à ce jour. Ces mentions sont les gorges sèches d'un fleuve disparu. On sait qu'elles ont existé, mais tous les exemplaires ont été incinérés ou dispersés. Des fouilles récentes ont mis au jour, enfouis sous 3 mètres de ruines, quelques fragments recollés de tablettes attribuées à Assur, mais aucune ne porte le nom d'Ilum Bel, et les colophons n'indiquent que Atelier royal ou Maison de la tablette. L'absence de manuscrits nous confronte à un paradoxe. Il y a plus de références à ces œuvres dans des sites assyriens secondaires, Ninive, Calu, qu'à Assur même. Les scribes de Ninive recopiaient parfois des extraits qu'ils trouvaient entrepochés des prêtres exilés ou dans des bibliothèques privées. Ainsi, certaines formules d'invocation d'Ishtar ou des listes de constellations subsistent sous forme de citations tronquées, glanées pour et au détour d'une école scribale. Mais le texte intégral, lui, reste un spectre. Au-delà de la perte matérielle, ce qui frappe, c'est le vide dans la tradition orale. Contrairement à la bibliothèque de Ninive, dont la stèle des catalogues a survécu, aucun rouleau de cire ou coffret en bois ne semble avoir traversé le temps. Les visites clandestines menées par des pilleurs assyriens au 7e siècle avant. J. Cossé avait déjà vidé les salles avant même le dernier siège. Les collets et cachettes que les prêtres avaient aménagés pour protéger les rouleaux n'ont livré que quelques enveloppes vides, comme des nids abandonnés. Pour tenter de restituer ce trésor perdu, les archéologues combinent 3 approches. Prospection géophysique sous les monticules de décombres, pour localiser d'éventuels coffres métalliques ou canalisations de stockage. Analyse des colophons périphériques, comparant les citations parvenues à Ninive aux listes de titres connus d'Assur. Étude des archives de cire, hypothétiques, mentionnées dans les chroniques cunéiformes, dont on n'a retrouvé que les descriptions, jamais l'objet. Malgré ces efforts, la plupart des manuscrits fantômes d'Assur restent invisibles. Les savants en conviennent. Seules des fouilles massives, encore inimaginables aujourd'hui, pourraient exhumer les quelques tablettes restées intactes. Or, les contraintes politiques et la fragilité du site empêchent dans toute campagne de grande ampleur. Le silence d'Assur perdure, plus épais que la poussière de ses ruines. Pourtant, ce vide narratif n'en est pas un. Il irrigue notre imaginaire. Quand un philologue tente de reconstituer un banquet rituel ou un traité d'arquebuserie ancienne, il s'appuie sur les brefs passages copiés à Ninive, sur les échos dans les archives babyloniennes ou sur les inscriptions isolées gravées sur des cylindres de pierre. Chacun de ces vestiges est une note de musique égarée dans une symphonie inachevée. En quittant la cour calcinée du temple, imaginez les rayonnages vides, les mains tremblantes des derniers prêtres tentant de jeter à l'abri ne serait-ce qu'une tablette de bois enduite de cire. Ce sont les vestiges de ce geste d'urgence, de cette volonté d'affranchir la mémoire du feu qui font écho à nos recherches modernes. Alors que la nuit s'avance et que le vent emporte les dernières étincelles, emportez cette question. Qu'ont-elles raconté ces œuvres jamais retrouvées? Quels rites, quelles lois, quelles prières se sont consumées sans témoin? Dans notre ultime chapitre, nous ferons halte dans la région de Babylone pour approcher une fois encore le silence de l'histoire. Babylonie, le silence sur sa chute mystérieuse, où nous interrogerons les raisons pour lesquelles l'effondrement de la ville sacrée demeure enveloppé de brouillard.
Une brise lourde de poussière et de roseaux desséchés effleure les hautes murailles de briques vernissées, dressées comme un dernier rempart entre le désert et l'histoire. On dit que, lorsqu'on approche au crépuscule, le chant lointain des oiseaux d'eau résonne contre ces tours effondrées comme un écho de la vie qui autrefois bourdonnait dans les rues. Pourtant à peine s'élève-t-il un souffle de récit sur la fin de Babylone. Les voix babyloniennes se sont tues, laissant le chant libre aux chroniques étrangères. Pourquoi cette immense cité, qui demeurait encore florissante au tournant du VIe siècle avant notre ère, s'efface-t-elle dans un mutisme aussi profond ? La tradition historique place la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Jitsai, lorsque Cyrus II, le grand des Perses, franchit sans effusion majeure les portes ouvertes. Les inscriptions achéménides célèbrent un retour à l'ordre sacré. Le temple de Marduk fut restauré, les captifs libérés, les dieux apaisés. Pourtant, les rares tablettes babyloniennes, datées de ces années-là, sont fragmentaires, plus soucieuses d'enregistrer les offrandes du roi que de décrire le déroulé de l'occupation. Le silence des archives locales, comparé au faste des récits perses, suggère un effacement volontaire. Qui écrit la mémoire d'une défaite quand on espère plutôt recomposer un passé héroïque ? Les témoignages grecs, plus tardifs, peignent une ville sécurisée, riche de ses jardins et de ses palais, visitée par Hérodote avec fascination. Mais Hérodote lui-même reconnaît qu'il recueillait ses récits auprès de prêtres et de marchands étrangers, sans jamais pénétrer l'intimité des quartiers sacrés. Les soubassements majestueux de la porte d'Ishtar lui ont offert un décor épique, mais il n'a pu consulter les bibliothèques de faïence ou sonner le cœur des archives. Au fil des siècles, les voyageurs occidentaux ont repris ces récits sans jamais interroger les sables. Le cœur de Babylone, garni d'argile et muré de secrets, repose aujourd'hui sous la ville moderne de Hilla. Les pulsations de la terre, marquées par les nappes d'eau et les boutons du Tigre, ont transformé les fondations en mosaïques indistinctes. Les archéologues ont exhumé le palais de Nabuchodonosor II, reconstitué des portails et quelques murs, mais nulle trace d'un sac de grains brûlés ou d'un fossé militaire ensanglanté, comme si la conquête s'était jouée en cérémonie, non au bout des lances. Cette absence de couche de destruction invite à reconsidérer le concept même de chute. Babylone serait plutôt entrée dans l'empire perse par une porte pacifique, puis lentement ravalée dans une paix impériale. Pourtant, le style achéménide n'a pas manqué de profaner la ville. Les sculpteurs perses ont gravé leurs propres inscriptions sur des briques, effaçant parfois la dédicace babylonienne. Dans les couches les plus récentes, on retrouve des tessons marqués de signes araméens, témoins d'un usage quotidien devenu langue véhiculaire. Peu à peu, le sumérien et l'akkadien sacré glissent vers l'oubli, remplacés par des dialectes administratifs où la poésie des anciens hymnes n'est plus comprise que par quelques lettrés. Le récit de la ville se transforme en manuel de la bureaucratie. Au fil des siècles, Babylone connaît d'autres secousses. Conquête macédonienne, soulèvement séleucide, conflits parthes et sassanides. À chaque domination, un pan de la mémoire s'écroule. Alexandre lui-même s'attarda sur ses jardins et sur la tombe supposée de son ami Épérinos, sans s'émouvoir des archives poussiéreuses. Les zigouras, réduites à des monticules, devinrent un carrière de briques pour bâtir mosquées et caravansérails. Les pilleurs emportèrent vers Damas et Constantinople ce qu'ils purent, emportant des fragments de stèles et des sceaux royaux. Au Moyen-Âge, les chroniqueurs arabes évoquent l'enceinte de Babel, couverte d'herbes hautes où d'étranges masures s'appuyaient aux portails antiques. Les récits, rapportés dans des manuscrits aujourd'hui dispersés, oscillent entre merveille et effroi. Mais là encore, aucune source locale ne survit. Seuls des poèmes et des légendes populaires, transmis oralement, livrent des bribes de la cité disparue. La mémoire écrite se fissure, tandis que la mémoire collective se tisse de chants anonymes. Lorsque les Européens reprirent l'exploration de la Mésopotamie, au XVIIIe et XIXe siècle, ils cherchèrent d'abord la Bible, non l'histoire mésopotamienne. Les fouilles de Layard et d'Austen Henry Layard, puis de Koldewey, mirent au jour des trésors, reliefs d'Assurbanipal, bustes de rois, briques de vernissées. Mais la stratigraphie complexe du site, les eaux souterraines et les fondations modernes de Hilla ont empêché d'identifier clairement une couche de chute. Nulle fosse commune, nulle muraille écroulée sous l'assaut, seulement la lente infiltration des temps. Le plus grand paradoxe est sans doute que, malgré l'immensité des vestiges, la chute de Babylone reste une énigme. Était-elle un acte de violence subtile, un échange de couronnes et de prières, plutôt qu'un siège spectaculaire ? Faute de récits directs,
Nous reconstituons la scène à partir d'échos, un fragment de tablette administrant une indemnité aux prêtres, une lettre araméenne évoquant des réparations de mosquées, quelques stèles qui saluent Cyrus comme héritier légitime. Dans ces fragments, la ville ne meurt jamais, elle se transforme, se réinvente sous chaque conquérant. En laissant derrière vous l'ombre des murailles silencieuses, rappelez-vous que la chute n'est pas toujours un choc brutal. Parfois, elle est une lente disparition dans l'indifférence du fleuve et la rotation des langues. Babylone s'est effacée non d'un coup de masse, mais d'une succession de gestes administratifs, de réemploi de briques, de glissements linguistiques. Son silence nous enseigne que l'histoire se murmure souvent dans l'inscription des plus humbles, et non dans la fracas des chroniques royales. Ainsi se conclut notre voyage à travers les secrets engloutis de la Mésopotamie. Vous avez effleuré la genèse urbaine à Eridu, suivi les empires fantômes, déchiffré des mots muets et caressé la pierre vivante des ziggourats. À présent, alors que la nuit gagne les dunes et que le souffle du tigre s'apaise, laissez-vous porter par cette question ultime. Qu'avons-nous tiré des silences de Babylone, sinon le soin de mieux écouter ce qui ne demeure pas gravé ?